je suis, pour vous dire les choses rapidement, je suis né dans une famille camerounaise. Et la tradition africaine, qui part d'un élan extrêmement généreux, veut que lorsqu'on aime quelqu'un, souvent on lui confie un enfant. C'est un signe de confiance, c'est un signe d'amour aussi. Ça peut être une tante, ça peut être un ami, ça peut être à Dieu, puisque pour mon cas, ça a été de me confier à des religieuses du Saint-Esprit qui sont à Yaoundé et qui quittent la ville pour Douala. J'avais 5 ans et c'était le lendemain, j'aime bien ce détail, de ma circoncision, puisque ce sont les femmes qui vont continuer à coups de permanganate à panser la plaie de cette circoncision. Donc je me retrouve dans un couvent de sœurs, de religieuses et de novices africaines et alsaciennes qui partent de Yaoundé pour Douala et qui emportent cet enfant. Et je vois cette image de mon père qui est devant ces 2 chevaux des religieuses et ma mère qui est là. Mon père est tout sourire et ma mère pleure. Elle ravale ses larmes et moi tout heureux, en culotte courte, de rentrer dans ces 2 chevaux et de partir, puisque aller chez les sœurs, pour moi, c'était aller dans ce monde blanc et de faire des études. Donc j'ai 5 ans et je m'en vais. Je me retrouve dans une communauté où très tôt j'entends parler alsacien. Ce sont des sœurs alsaciennes, même si les novices sont africaines. Les Alsaciens, pour tenir ensemble, c'est un peu comme dans la tradition juive, on tient ensemble par la langue. Et pour qu'elles tiennent ensemble, elles se parlent. Elles parlent alsacien. Et le petit garçon, le seul petit garçon qui arrive dans cette communauté, on va lui parler très tôt alsacien. Donc on va ouvrir les paupières de mon oreille par cette langue qui va devenir en quelque sorte une langue maternelle. D'ailleurs, je ne crois pas à ce qu'on appelle langue maternelle. Pour moi, la langue maternelle, c'est la langue que tu parles le mieux. Je suis devant mes élèves en Alsace et que je leur parle une langue que parfois ils ne comprennent pas, je suis obligé de traduire. Alors je leur demande qui parmi vous parle alors la langue maternelle? Est-ce vous? Est-ce moi? Je pense véritablement que la langue maternelle, ça n'existe pas. Donc je me retrouve dans cette communauté où je vais manger de la choucroute. Je vais voler de la bière qui était dans ce réfrigérateur à pétrole et les sœurs ont cette manie de toujours marquer le niveau du liquide à coups de feutre. Et j'avais compris le manège, donc j'arrivais, j'en buvais, je remettais un peu d'eau. Et elle se disait, c'est curieux, lorsqu'on boit de la Kronenbourg en Afrique, quand on vient d'ouvrir la bouteille, elle mousse, mais très tôt on a l'impression que la mousse estompe. Je ne disais jamais rien, mais je continuais mes manœuvres. Donc j'ai déjà été en Alsace, alors que j'étais en Afrique. Et en même temps, je suis d'emblée devenu étranger, étant en Afrique. Je deviens étranger de mon propre pays, puisque je me retrouve en Alsace, complètement en Alsace. On fait tout comme en Alsace. On me parle cette langue. Je pense aussi que c'est la langue qui nous ouvre les portes du peuple. L'histoire d'un peuple, c'est par sa langue. Donc parler cette langue fait que lorsque je vais à l'école africaine, on me dit « c'est un petit blanc qui arrive ». Et lorsque je suis chez les religieuses, je suis leur nègre, leur petit noir. Donc je commence dans ce ballottement, je suis entre deux, on ne sait pas trop. Est-ce que je suis noir? Bien sûr, quand on voit ma vêture, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que je suis alsacien? Bien sûr, lorsque j'ai cette faculté aussi, facilité, je ne sais rien faire de ma vie, mais j'apprends très vite les langues, mais extrêmement vite. Je parle cette langue quasiment aussi bien que les alsaciennes. Alors, qu'est-ce qu'il est, ce petit enfant? Je commence un peu à oublier la langue maternelle, puisque je pars à 360 km. Et Yaoundé-Douala, dans les années 70, est extrêmement difficile à pratiquer. Le train met très long, les voitures mettent très long, et les routes ne sont pas encore bien faites. Donc, on peut oublier cet enfant, il est ailleurs. Je vais vivre là, longtemps. Et les sœurs m'apportent quelque chose d'essentiel. Je suis un enfant dyslexique. Et comme je ne sais pas lire,
La sœur Marie-France, qui est la supérieure, me lit des livres. Tous les jours, elle me lit un livre. Elle commence à me lire Madame Bovary, de Flaubert. Je n'y comprends rien. Et à chaque fois qu'elle avance et que je ne comprends plus ce qui s'était passé, je lui dis « Écoute, je ne me souviens plus très bien de ce que tu avais dit avant. » Elle me dit « Alors on recommence. » Donc j'avais tout intérêt à me taire pour que l'aventure avance et que je lui dise « Ah oui, très bien, j'ai compris, j'ai compris. » À tel point qu'à la fin du roman, je lui dis, je n'avais rien compris, « Ma sœur, quand je serai grand, je vais épouser Emma. » Et elle me dit « Alors, tu n'as vraiment rien compris ?» Parce qu'elle se suicide à la fin. Oh! Oh! Bon. Je n'oserais même plus parler quand on voit rentrer Henri Lopez. Je racontais cette aventure de lecture et je lui dis, ma sœur, quand je serai grand, je vais épouser Emma, Emma Bovary. Elle dit, c'est en pure perte. Parce que premièrement, tu n'as pas compris qu'elle se suicide à la fin. Et deuxièmement, tu seras prêtre, dont tu n'auras jamais de femme. Donc il y a quand même quelque chose qui n'a pas fonctionné. Je dis, mais non, elle n'est pas morte. Elle lit tellement de livres qu'elle n'est pas morte, mais je crois qu'elle vit. Et quand je serai grand, mais elle est morte. Et puis, tu n'as pas compris que c'est dans des livres. C'est de la fiction, ce que je suis en train de te lire là. Les choses ne sont pas passées comme ça. C'est des livres, tu sais, les livres. Ah, je ne comprends rien. Vous voyez, c'est aussi cela, l'aventure. Et lorsque un jour, alors qu'à chaque fois qu'elle arrête de me lire des livres, elle se retire, je reprends. J'ai une bonne mémoire et j'essaie de retrouver dans le texte des passages qui correspondaient à ce que j'avais retenu. Je ne lis pas bien et donc je me rappelle « Ah !» et j'essaie à haute voix de le faire, à chaque fois, à haute voix. Et un jour, j'entends derrière la porte qui s'ouvre. Alléluia, il sait lire, il sait lire, il sait lire. Il y a 4 ou 5 sœurs qui débarquent dans la pièce, donc ça signifie qu'il y avait des mois et des mois qu'elles étaient derrière la porte, en train de m'écouter lire à haute voix des textes et à buter contre les mots que je n'arrivais pas à mettre dans le bon ordre. Et je n'ai plus quitté, encouragé justement par « il sait lire ». Ah bon, je sais lire. Je n'ai plus un jour quitté les livres. Je lis tous les jours. Tous les jours. Et ce sont ces lectures qui, peut-être aussi, les lectures d'enfants, que j'essaie peut-être de retranscrire dans ce que je suis devenu aujourd'hui, quelqu'un qui écrit des livres. Je pense aussi, ce sont ces vies minuscules, pour parler comme Michon, les vies minuscules que j'ai ingurgitées dans d'autres livres qui se retrouvent dans ce que j'écris. Et ce sont ces sœurs qui, un jour, me demandent d'aller en Alsace. D'ailleurs, je pensais que j'allais chez moi. L'Alsace, ce n'est pas la France. Ils disaient, tu iras un jour en Alsace, chez nous. Et donc, je suis arrivé en Alsace, j'ai traversé l'Atlantique, je suis arrivé là. Et deuxième rencontre, je suis en classe préparatoire, ce qu'on appelait dans le temps Hippocagne. Henri Lopez sait ce que c'est. Et j'ai Jean-Luc Nancy, qui est un professeur de philosophie. Monsieur et Madame Nancy sont profs en classe prépa au lycée Fustel de Coulanges. Et je fais c'était un exposé sur Hammerer. Hammerer est un philosophe qui a fait une préface qui fait 250 pages sur un texte qui en fait que 80 textes de Hegel. Dans la langue, c'est Der Geist des Christentums. Traduction, l'esprit du christianisme. 250 pages. Je fais l'exposé et à la fin, il me dit « Bien, vous n'êtes pas fait pour la philosophie. » On a un amphi, il y a 90 élèves, étudiants. Oui, Fustel-le-Coulanges, et on vous dit cela. Je lui dis, ça veut dire quoi? Il dit, je vous expliquerai. Je vous expliquerai. Donc je termine, on me pose des questions, c'est fini, c'était l'école. On faisait ça à l'école. Et nos cols étaient ouvertes. Tous les étudiants venaient lorsqu'il y avait des cols. Et ça amusait, y compris les élèves du collège Saint-Étienne qui étaient à côté. L'école, la classe préparatoire, attirait tout le monde. Donc il y avait foule. Et on vous dit ça devant tant de personnes.
je n'ai pas fait pour la philo. Moi, je pensais qu'en Cagne, j'allais tenter, j'allais être prof de philo, j'en rêvais. Non, tu n'es pas fait pour ça. Et à la fin de l'exposé, je vais le voir, je lui dis, Monsieur Nancy, je ne comprends pas très bien, vous m'avez humilié tout à l'heure en me disant que je n'allais... Qu'est-ce que je fais là? Il me dit, mais non, vous n'avez pas compris. Il y a des choses à faire en littérature, c'est vous qui venez d'Afrique qui pouvez le faire. Et ce que j'ai entendu là m'annonce que vous allez pouvoir écrire des livres. Faites-le, ça vous apportera plus d'argent que la philosophie. Et je l'ai pris au mot. J'ai écrit quelques textes, quelques passages que je lui ai apportés, tout ce bleu. Et je lui dis, est-ce que ça me parle, ça vous parle? Il dit, c'est pas encore assez. Vous savez, pour écrire, il faut d'abord beaucoup lire. Et moi, j'y croyais que je passais ma vie à lire, ce n'était pas encore assez. Et il me rapportait ces mots de Rilke. Rilke dit que la première rencontre avec les mots de l'écriture doit se faire lorsqu'on a beaucoup lu. Avant d'écrire le premier vers, dit Rilke, il faut avoir beaucoup lu, c'est-à-dire qu'il faut ce corps à corps avec les textes qui vous ont précédé. C'est aussi un signe d'humilité. J'ai compris cela, j'ai laissé mes textes et j'ai recommencé à lire. Les années sont passées, j'ai passé tous les concours et je rencontre encore Monsieur Jean-Luc Nancy. Et je lui dis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai toujours mes textes, je n'arrête pas d'écrire, mais vous me dites qu'il faut attendre. Ça fait quand même 4 ans que j'ai quitté la fac, qu'est-ce que je fais de mes textes? Il dit, c'est pas assez pour Galilée, il y a une maison d'édition qui s'appelle Édition Galilée, ce n'est pas assez pour Galilée. Je pense qu'il faudrait les envoyer ailleurs. Donc j'ai envoyé ces textes aux éditions Grasset. Il y avait un monsieur qui s'appelait Yves Berger, qui était directeur littéraire, et j'ai aussi envoyé les textes à Gallimard, j'ai écrit prétentieux Antoine Gallimard. J'ai envoyé les textes. Et c'est pas une légende, quelques jours plus tard, je reçois un coup de fil de monsieur Yves Berger, un bel accent méridional, qui me dit « J'ai lu ce que vous avez écrit, c'est pas mal, il y a du travail, mais je voudrais vous rencontrer rue Sébastien, non, c'était pas rue Sébastien Bottan, c'est Antoine Gallimard. Il me dit « Je voudrais vous rencontrer à l'hôtel Lutetia ». C'était sa maison, la rencontre avec les auteurs de Lutetia. Je ne sais pas ce que je vais y faire, je connaissais l'histoire juive, etc. Bon, d'accord. Je suis allé à Paris, je l'ai rencontré, on a discuté, il me propose une somme d'argent, je ne comprenais même pas ce qu'il me racontait. Moi, je sors du couvent, je ne sais pas ce que c'est que l'argent, tant d'argent, bon, d'accord. Il me dit, oui, je prends, vous allez travailler avec Martine Boutan, vous allez voir, elle est très exigeante, c'est quelqu'un de droit, vous travaillerez bien, vous allez faire de beaux livres avec elle. Et je rentre dans ma petite province, 2 jours plus tard, un monsieur qui s'appelle Philippe de Manet me téléphone et me dit « Je suis des Vosges. Par hasard, j'ai rencontré, je travaille chez Gallimard, je lisais des manuscrits et je suis tombé sur le vôtre et j'ai vu Sarrebourg. Et moi, je ne suis pas très loin, je suis des Vosges. Donc je l'ai pris, je l'ai lu. Et c'est étonnant, c'est pas abouti, il y a des choses à faire. Je lui dis, c'est même pas la peine, monsieur, parce que j'ai eu un appel d'un certain Yves Berger, je l'ai rencontré, il prend mes textes. Il me dit, d'emblée, combien vous a-t-il proposé? Je lui dis 30 000 francs, qui était énorme pour moi, je ne voyais même pas ce que ça voulait dire. Moi, j'avais encore l'idée du CFA que mes parents m'envoyaient de temps en temps, qui ne valait pas grand-chose, mais 30 000 francs, c'était énorme. Il me dit, eh bien écoutez, j'ai discuté avec Antoine Gallimard, je vais discuter avec lui, je vous rappelle. Il me rappelle quelques minutes, même pas 5 minutes, on vous propose le double. On vous prend. Et je lui dis, écoutez, je suis Fang. Les Fang n'ont que la parole comme richesse. J'ai déjà dit oui à quelqu'un, je ne vais pas vous redire ce oui. Mais en revanche, si j'ai la grâce d'écrire plus tard, peut-être que nous aurons des choses à faire ensemble. Il me dit, alors je vais vous donner un conseil. Si vous envoie un contrat, refusez ce qu'on appelle l'exclusivité. Ne signez que pour un livre. Comme ça, le prochain, on aura peut-être la chance de pouvoir travailler ensemble. Vous voyez, c'est comme ça que la vie, mon histoire se passe. Ce n'est qu'à coup de rencontres. Et c'est aussi ces livres que j'écris qui m'ont permis, un jour,
d'avoir encore un coup de fil d'un monsieur qui s'appelle Chouraki. André Chouraki me regarde sur TV5. Il est en Israël. Et il me voit en train de parler d'un livre, puisque j'avais commencé des études d'hébreu. Comme un petit enfant, j'avais frappé à la porte d'un juif, rue Sélénique à Strasbourg, c'est le quartier juif. Je sonne, je me suis dit, de toute façon, tu ne peux pas, c'est pas un hasard, tu sonnes n'importe où, c'est lui qui ouvre sera juif. Et tu lui dis ce que tu veux. Donc je sonne, un monsieur ouvre, barbu, vous voulez quoi? Je lui dis, je peux venir, vous pouvez m'ouvrir, mais vous voulez quoi? Il dit, je veux faire l'hébreu. Il dit, c'est pas ici. Et il referme, et je continue à sonner, je ressonne, je lui dis, ben, il n'a pas compris. Je dis, ben oui, c'est vous que je cherche, je voudrais faire de l'hébreu. Il ne comprend pas, il descend. Il me dit, vous voulez faire d'hébreu quoi? Vous voulez vous convertir au judaïsme? Je dis, non, pas du tout. Je ne veux pas me convertir, je veux juste apprendre l'hébreu. Mais vous faites quoi dans la vie? Je lui dis, j'ai fait de la philosophie, des études de théologie, et bon, je veux comprendre ce que je lis. Mais on étudie l'hébreu à la fac de théologie. Il dit, c'est pas assez. Je sais pas, il manque quelque chose. Il me dit, bah, mais ça coûte très cher. Moi, je veux bien, j'ai pas beaucoup de temps, mais ça coûte très cher. C'est pas une légende, telle quelle. Je lui dis, ça coûte combien? Il me dit, bah, le cours est à 150 francs. Je lui dis, bah, je vais peut-être essayer, oui. Combien de cours par semaine? Il dit, bah, c'est 1 heure par semaine. Je rentre, il m'ouvre, je rentre dans cette petite maison de bonne, alors que c'est de grands immeubles cossus de Strasbourg. Chambre de bonne. À l'étroit, des livres partout, un évier par là, une toilette ici, et lui là, plein de livres, un bureau, il n'y a que des livres. Il me dit, bah, tu t'assois là, je m'assois, et on va commencer l'hébreu. Il me met du Django Reinhardt, il me met de la musique andalouse, il me met, je repars, et il me demande 150 francs. Je paye, je dis, c'est une blague, je n'ai pas bien compris l'affaire. Il me dit, à mercredi prochain. Donc je repars, mercredi prochain, à 15h, je suis là, je rentre dans cette chambre de bonne, je sonne, je rentre, il me met de la musique andalouse, il prend de la musique, une guitare, il me fait des morceaux, et il me raconte sa vie, il me donne des loukoums, on mange, on boit, il m'explique ce que c'est que la cacheroute, c'est cachérisation. Je dis, mais c'est pas ça que je suis venu faire, je vais apprendre l'hébreu. 3 mois plus tard, on n'a pas commencé l'hébreu. Et je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Il est en train de me dire qu'il ne m'apprendra jamais l'hébreu et que je n'ai rien à faire là. J'ai dit, je vais aller jusqu'au bout. Tant pis. Je me souvenais vaguement des choses en analyse, en psychanalyse. Quand on terminait la séance, j'avais toujours une question. Et Sublon, qui était mon analyste, disait, mais c'est très bien, c'est plus la peine de te le rappeler, c'est bien quand ça se termine sur une question. Et donc je repartais de là chaque fois en me disant, mais c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? 6 mois plus tard, un jour, j'arrive, 6 mois, et j'ai perdu beaucoup d'argent. Et je n'ai pas beaucoup d'argent non plus. Et il pose un livre là, Shvilim, les chemins. Il me dit, voilà un livre jaune, ce sera notre livre d'études. Je dis, bon, enfin on y est. Il me dit, bon, on va commencer, mais avant de prendre ça, on va faire comme on m'a appris, moi, à parler hébreu, c'est-à-dire que nous allons parler comme un parent, à part là, sa famille. Le père à son fils, la mère à son fils, etc. Et il commence petit à petit à me parler, on mange, il traduit juste des mots. Voilà, le verre, c'est ceci, l'eau, c'est cela, le fruit, péri, etc. J'ai dit, bon, d'accord. J'ai dit, mais c'est pas ça que j'attends. J'ai encore envie, je voudrais vraiment apprendre. Et donc j'ai pris ce livre, Shvilim, qu'il m'avait donné. Il me dit, voilà ce que ça coûte. Je paye le livre, je paye le cours, il n'y a pas de souci, et je repars. Et je commence à travailler tout seul. Je veux prendre de la vitesse, et quand j'arrivais, mercredi suivant, je lui dis, bah, j'ai déjà les passages, parce que là, je commence à écrire. J'ai vu que Aleph, il y a Abba en haut, et puis il y a Ben en bas,
le Père, le Fils, on m'a dit que la planche, la transversale va faire le lien. J'ai déjà essayé de comprendre, mais j'arrive pas. Les majuscules, ça va. La minuscule me pose encore un peu problème. Il me dit, mais c'est pas ça que je te demande. Tu laisses le livre de côté, on va continuer. 3 ans plus tard, j'étais encore en train de trottiner, d'avancer petit à petit, mais finalement, un jour, lorsque nous avons décidé de sortir un livre, lui et moi, parce que je prends des notes chaque fois qu'il me raconte, tout ce qu'il me raconte, je l'écris. Même quand il me parle de pâtisserie, je note tout. Je suis quelqu'un de très docile, je retiens tout et quand je rentre, pouf, je retranscris. Je lui dis, on n'a pas fait beaucoup d'hébreu, mais on a parlé de beaucoup de choses et je pense que je pourrais proposer ça à un éditeur. Il me dit, ben, tu sais, les Juifs, on dit que c'est les gens du livre. C'est pas si vrai parce que moi je ne sais pas écrire, je sais parler, mais je ne sais pas écrire. Mais si tu le fais, moi je suis tout à fait capable de te suivre, te dire ce qui ne va pas, etc. Tu réécris. Donc j'ai réécrit le livre de ces cours, de nos entretiens. Je propose à un éditeur, on sort ce livre, dialogue entre le juif et l'africain. Lorsqu'il sort, André Chouraki, j'en étais là, nous voit sur TV5. Et il me dit, il téléphone à l'éditeur en lui disant « Je veux rencontrer ce noir qui a écrit avec un juif. Je vais bientôt mourir, tel quel, je vais bientôt mourir, je pense qu'on a des choses à faire ensemble. » Jean-Paul Bertrand, qui connaissait Daniel Radford, téléphone à Daniel Radford qui était éditeur et lui dit « Est-ce que tu connais bien André Chouraki? Il m'a téléphoné. C'est étrange, il veut rencontrer un de mes auteurs, qu'est-ce qu'on fait? Il veut faire un livre. Est-ce qu'on le coédite? Si jamais, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il veut que l'auteur aille en Israël. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent pour envoyer un auteur en Israël. Est-ce que nous pourrons ensemble envoyer cet auteur en Israël? Ils disent oui, on me met au courant, et voilà qu'un jour, je prends ma valise, et je m'en vais vivre chez André Chouraki en Israël. Des rencontres, il n'y a pas de rencontre hasardeuse. Il n'y a pas le hasard, il n'existe pas. Et je me retrouve chez cet homme, tous les jours, il est très malade, il est âgé. On nous alloue une secrétaire qui est à notre service. On se lève tous les jours à 6 h du matin. On se parle et la secrétaire prend des notes. Et dans la journée, après sa sieste, et elle nous relit ce que nous avons dit. On dit là, il faut peut-être corriger, là, peut-être réajuster. Et ça a duré 1 an, tous les jours. Et en même temps, j'en ai profité, puisque ça a été mon rêve. Ce que Gabriel avait commencé et qui était encore balbutiant, je vais à l'université hébraïque et je poursuis, j'entretiens la langue. Et je pense aussi que toutes ces choses qui peuvent ressembler au hasard ne le sont pas, puisque c'est cet hébreu, vous voyez, que j'ai pu apprendre. Si j'avais eu la langue plus tôt, je pense qu'on n'aurait pas fait de livre. Je n'ai fait ce livre que parce qu'il y avait une frustration, comme si je voulais compenser quelque chose que je n'avais pas reçu, la frustration de ne pas parler la langue comme je le voulais. J'ai beau avoir des livres, je n'arrivais pas tout seul, et ce monsieur ne distillait tout simplement, il distillait des mots. C'était extrêmement... Rentrez, madame. Venez. Je vous en prie. C'était parcimonieux. C'était parcimonieux. Et donc, je parle cette langue, c'est grâce à cela que je vais passer des concours. S'il y a une langue au monde qui vous permet, puisque c'est une langue philosophique, qui vous permet vraiment de passer les concours de philosophie, c'est celle-là. J'ai eu le CAPES, j'ai eu la grecque de philo grâce à cette langue. Et je le dis grâce à Gabriel, qui m'a privé de choses et qui m'ont donné envie d'aller voir plus loin, d'écrire le livre que nous avons écrit ensemble. Vous voyez, les rencontres sont toujours des choses qui sont prévues. On n'y voit de hasard que parce que nous ne savons pas lire les signes dans le monde. Donc j'ai pris l'habitude, dans tout ce que je fais, d'essayer simplement de rechercher le plus bas des choses. Et c'est le plus bas qui nous mène plus haut. J'ai participé à une aventure personnelle, puisque les sœurs qui m'envoient là veulent que je devienne prêtre. Et j'ai eu le choix. Après les classes préparatoires, j'avais le choix. Et on me dit, bon voilà, maintenant tu vas plus loin.
Soit tu es dominicain, soit tu es jésuite. Dominicain, c'est des ordres prêcheurs, bon, jésuites, surtout que je savais qu'ils avaient une très très belle bibliothèque, ça a été mon critère. L'une des plus belles bibliothèques de Strasbourg, c'était la rue Vinclair, bibliothèque des jésuites. Et donc je le savais, ils avaient des incunables, je me dis, oh, le plaisir, allez, ce sera jésuite. Donc je rentre dans la compagnie et il faut apprendre. C'est le lieu où on apprend. Les jésuites, c'est une compagnie, c'est des militaires. Donc sport, c'est physique et sport intellectuel. Et la devise est toute simple. Ad maiorem gloriam Dei. Ad maiorem gloriam Dei. Pour la plus grande gloire de Dieu. C'est-à-dire tout ce que tu fais, même lorsque tu bois un verre d'eau, considère que le verre d'eau est ce qui doit t'élever. Donc ne cherche pas le plus haut, cherche toujours le plus bas, parce que alors tu as l'espérance de t'élever. Donc mon écriture a toujours la trace de cette recherche des choses les plus simples. Je vais parler d'une histoire personnelle. Quel enfant en Afrique n'a pas connu l'aventure d'être élevé par une tante, par un oncle? C'est tellement banal. Et j'en fais une œuvre. Flaubert fait la même chose. Ça aussi, c'est une rencontre. C'est peut-être aussi la sœur qui me lit Flaubert. D'abord Flaubert, je dirais, deuxième texte, qui me lit Flaubert. Madame Bovary, quand je regarde aujourd'hui, c'est une femme médiocre. Plus médiocre qu'Emma, tu meurs. Bouvard et Pécuchet, c'est des médiocres. Et pourtant, il en fait un chef-d'œuvre. Oui. Lorsqu'on regarde les choses, on finit par les voir et même par les aimer. Voyez, c'est aussi cela. Je pars d'un détail de vie qui peut paraître le plus banal, le plus médiocre, mais simplement l'écrire avec ce que nous sommes, avec toutes ces langues aussi que j'ai apprises. J'ai la chance de sortir d'un pays qui a à peu près 230 langues, le Cameroun. À peu près 230. Et en plus, vous avez le français. Et je découvre aussi que, je parle fang et béti, les 3/4 de mots techniques en béti sont allemands. Les 3/4. Et pour moi, ça a été, j'allais dire, une bénédiction. On m'a servi les langues sur un plateau. Et le Cameroun avait une manie, le vendredi matin, dans les écoles que j'ai fréquentées, c'était la dictée. Et il y avait une règle qui était quasiment camerounaise. C'était autant de fautes, autant de coups de bâton. Et j'en ai reçu des coups de bâton à l'école. Et à chaque fois que je tombais sur des verbes pronominaux, je me disais « Ah mon Dieu, j'espère que cette fois-ci, je n'aurai pas 20 fautes. » Parce que quand on arrivait à 5 fautes, qu'est-ce que ça faisait du bien par rapport à ceux qui en avaient 30, 40. Mais c'est aussi ça qui forge un être. Je pense que toutes ces langues qui sont des langues camerounaises, toutes ces rencontres de langues que j'ai pu faire, on commence le latin en 6e, le grec en 4e, c'est aussi ça, on parle l'allemand, l'anglais, on devrait parler anglais puisque le Cameroun est bilingue, franco-anglais, tout le Camerounais devrait parler. Donc toutes ces langues sont aussi peut-être autant de fenêtres que je retrouve dans les lettres, les textes que j'écris. Donc la langue que j'écris n'est pas la langue française, c'est simplement ma langue. D'ailleurs, j'étais déçu lorsque j'arrive au collège Saint-Étienne à Strasbourg. Je suis en classe de seconde et j'avais un prof de français, Henri Bernard Hurley. Et j'entendais parler mon professeur de français. Je me disais, mais ce n'est pas la langue que j'espérais entendre. Je croyais qu'en France, tous parlaient comme Voltaire. Tous. Et il y avait des mots d'argot dans le cours de français. Et je lui dis, mais monsieur Hurley, mais je suis déçu, parce que je pensais vraiment que lorsque on était en France, on parlait encore vraiment français. Il me dit, mais le problème c'est que vous venez des colonies, et que la langue que vous parlez est archaïque. Et dans chaque dissertation, dans la marge, il y avait archaïque, archaïque, archaïque. La station-service, je disais essencerie. L'essencerie. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je disais la mornitude. Voilà, je crevais ça, il me dit archaïsme. Parce qu'on ne parle plus comme ça. Et c'était aussi vrai que lorsque j'étais à l'école, j'avais beaucoup de mal à parler avec ceux qui avaient mon âge, parce que nous avons cette barrière de langue.
C'est peut-être aussi ça que vous retrouverez chez moi. Il y aura beaucoup de barrières de langue, donc il faut être patient, parce que mes mots vous racontent une histoire, qui est la mienne, qui sera peut-être la vôtre. J'ai ensuite découvert un autre personnage, toujours par cette rencontre dans la littérature, c'est Don Quichotte. Parce que lorsqu'on avait terminé Madame Bovary, elle avait recommencé Marie-France. C'était Don Quichotte. Maintenant, on va lire l'épopée de Don Quichotte. À haute voix, tu es tout seul, tous les soirs, avant les vêpres, c'est Don Quichotte. Et je pense aussi que ces rencontres que nous faisons, aussi bien dans la littérature que dans la vie, ou les deux d'ailleurs c'est la même chose, Don Quichotte est un fou, mais qu'est-ce qu'il fait de mieux dans sa vie, Don Quichotte? Il lit des livres, il passe son temps à lire. On retient toujours de Don Quichotte, c'est lui qui lutte contre les moulins à vent. C'est d'abord, comme Emma, c'est un lecteur. Et il a compris une chose, Don Quichotte, c'est que les livres, il faut les lire, car ils transforment ceux qui les lisent. Et vous verrez dans tous les pays de dictature, on commence d'abord à s'en prendre aux livres. Parce que c'est là que se fait la rencontre avec soi. C'est là qu'on s'ouvre les yeux. C'est là qu'on met une lumière dans le principe que nous portons en nous et que ce vieux moi social nous empêche de voir. Le livre vous permet d'entrer profondément en vous, en nous. Le livre, c'est l'instrument de la liberté. J'allais dire c'est l'arme du pauvre, mais c'est l'arme la plus efficace qui soit parce que c'est à la portée de tous. Quand un homme et une femme est face à un livre, on ne sait plus s'il est pape, s'il est servant, s'il est homme, s'il est femme, s'il est enfant, le livre nous remet tous au même niveau. Et chacun en ressort transformé. Voilà pourquoi il faut faire attention à ces livres. C'est Don Quichotte, et je dis aussi, grâce à cette rencontre, merci Marie-France. Vous voyez, si on fait attention à toute notre existence, elle est jalonnée de rencontres. Mais la rencontre ne prend de sens que si vous lui donnez sens. Et vous ne pouvez lui donner sens que si vous êtes attentif à ce qui se passe. Et j'allais dire, n'attendez pas l'événement d'une vie. La vraie rencontre, c'est dans les choses les plus simples. Si on est fidèle en des petites choses, on sera dans les grandes. Je vais faire une petite halte pour lire quelques passages, vous redonner la parole et peut-être la reprendre si vous voulez bien. Et j'aime bien aussi parler de cette langue dont je vous parlais tout à l'heure et que j'essaie de retracer, déçu, je le reprendrai peut-être aussi dans un autre texte, de ce que je découvrais en France et qui n'était plus la France rêvée, la France où on parlait la langue de Molière, de Chateaubriand, de Zola, etc. La langue française, qui ne fut ni sienne ni maternelle, a pourtant su creuser, plus sûrement qu'un idiolecte, le sillon patient des mots. Il n'avait jamais eu d'autre présent que cette langue d'adoption sur laquelle il n'avait cessé de se retourner tel un maniaque de la syntaxe et de ses secrets. Hanté par la Provence lumineuse d'Alphonse Daudet, par le Paris de la lutte sociale de Zola et le frémissement des fables de La Fontaine. Autant essayer de dire la stridulation des grillons dans le soir, le souffle froid du ressac, les épanchements refusés des religieuses, la geste singulière du colibri, les paysages, la lumière et les voix de l'enfance. Et comprendra plus tard que c'était ce silence aussi que faisait entendre le phrasé flaubertien, rêveur, sinueux, crépusculaire, nostalgique et d'une précision entêtante, la merveille des langues ravivant à elle seule la vanité d'être née. Comme d'autres abolissent le monde en entrant en religion, il se retirait dans l'intime, dans un immobile extase, dans cette façon d'apprivoiser les mots. Il scrutait dans le bleu du ciel les pans d'une mémoire qui ne lui avait jamais appartenu, mais qui lui offrait le babil incertain, le rêve d'une origine à jamais perdue et l'ivresse délicieuse des fondations nouvelles. Aussi bien la langue fut-elle ce miroir trop fugace,
cette langue orpheline où il fut un jour mis au monde. Donc c'est tout ce bleu qui raconte cette rencontre avec soi, avec son histoire et ses langues. Et au Cameroun, le bleu est l'emblème du deuil. Lorsqu'on perd un être cher, c'est d'abord en bleu, un bleu roi qui va virer au noir. Et tout ce bleu est l'occasion simplement de faire le deuil d'une enfance que j'ai traversée plus vitement. En France, sous l'Empire, c'était le blanc. En Asie, c'est le blanc. Au Cameroun, c'est d'abord le bleu. Et un texte que je n'ai pas apporté, qui est aussi une question de rencontre, qui s'appelle « Le cri que tu pousses ne réveillera personne », mais je vais simplement le rapporter parce qu'il me touche plus que beaucoup de mes textes. J'étais donc au couvent, j'étais jésuite, et on décide de m'envoyer au Nord Cameroun, Kousséri, pour une mission, puisqu'il fallait se préparer à devenir missionnaire. Et j'arrive d'abord à Makari, ensuite à Kousséri, et comme font souvent les prêtres qui vont en Afrique, lorsqu'on vous annonce que l'avion va commencer sa descente, tous vont aux toilettes et se changent et se mettent en soutane. Parce qu'on se promène en soutane, au Cameroun, c'est très bien vu, on est respecté lorsqu'on est en soutane. Donc je me dépêche, je vais aux toilettes, je remets ma soutane et je vais m'installer. Je descends naturellement de l'avion, le moment venu, et je suis accueilli et le père qui me reçoit me dit « Écoute, on va commencer tout de suite une petite tournée pastorale. On va visiter quelques paroissiens, mes paroissiens, tu prendras contact et le temps que tu seras là, on travaillera avec eux, comme ça tu les connais. Et je te dirai ce qu'ils font, ils sont très actifs dans la paroisse. » Et donc j'arrive en soutane blanche, évidemment, on est repéré de très loin, et une femme arrive, elle court, puisqu'elle m'a vu, elle me dit « Il faut que vous veniez chez moi, mon père. Venez, 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 je vais vous montrer, il faut que vous veniez chez moi. Vous allez boire un peu d'eau chez moi. » Donc j'arrive dans cette maison, et je vois un petit garçon qui est dans un coin. Il va avoir 7-8 ans. Il ne parle pas. On lui rapporte des choses. On me donne un peu d'eau. En plus, on m'avait dit, fais attention quand tu arrives. Première chose, c'est évite de boire de l'eau. Mais là, je suis pris au piège. Et le père qui me dit, fais attention, ne bois surtout pas. Je n'avais pas le choix. Elle m'avait tellement l'air gentille, charmante, attachante, cette femme. Elle voulait me donner ce qu'elle avait. Je ne pouvais pas lui dire non. Et je rentre dans cette maison et je bois de l'eau fraîche. Un goût douteux, je l'avoue, mais je l'ai bu avec beaucoup d'électation et de respect pour celle qui me l'a donné. Alors je me tourne vers ce garçon et je demande ce qui lui était arrivé. Il avait les yeux crevés. Je demande ce qui lui était arrivé. On parle très mal, et il y a un traducteur, quelqu'un s'improvise traducteur. Le père parlait pas bien le fulbe, mais il y avait un garçon qui allait à l'école, qui me dit, bon, il traduit comme il pouvait. C'était l'enfant le plus intelligent du village. Je dis, d'accord, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais les gens de la ville étaient venus le chercher, mais on ne savait pas. Il y a un mot au Cameroun, aujourd'hui, on l'appelle le règlement de compte. C'est une expression consacrée au Cameroun, règlement de compte. L'enfant ne savait pas qu'il serait l'objet d'un règlement de compte. Donc, on l'enlève, on donne l'argent et la nourriture aux parents, et on l'emmène à l'école de la ville pour l'inscrire. Il va devenir un homme, il va devenir quelqu'un, ils disent là-bas. J'ai dit d'accord. Et ils sont arrêtés pas très loin d'ici, montre à peine, dit on l'a roué de coups, on l'a battu, on l'a foulé aux pieds, et lorsqu'on lui a crevé les yeux, et que les gens repartaient, on pensait qu'il était mort, et il criait, et on lui a dit, et l'autre raconte son histoire, on me traduit, le cri que tu pousses, de toute façon, ne réveillera personne. Donc j'ai sorti un bout de papier de ma poche, j'ai écrit le titre. Le cri que tu pousses ne réveillera personne. Et j'étais, tout le séjour au Cameroun, je me disais, je crois que je suis venu là pour cet enfant. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien de particulier. Alors en repartant, je lui ai dit, je prierai pour lui. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Je prierai pour lui. Ma prière à moi, c'est d'écrire des livres. Donc quand je suis rentré à Strasbourg, je me suis installé
j'ai commencé à écrire ce livre en me disant, voilà un enfant qui est mort. Et là, je porte un peu cette tradition hébraïque. L'œil, en hébreu, c'est aïn. Aïn, c'est le même mot pour dire la vie. Je me dis, quand on crève les yeux à quelqu'un, on lui a retiré la vie. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre, sinon de redessiner le visage de cet enfant à travers des mots qui sont peut-être des petites lumières, qu'il ne lira pas, mais qu'il va intérioriser. Parce que lorsque je le regardais, je me disais, j'ai même l'impression qu'il voit ce que moi je ne vois pas. Mais comment lui rendre cela? Sans me moquer de lui, parce qu'il est quand même dans une souffrance physique, en dehors d'un mot que je peux lui envoyer. Une lettre ne suffirait pas. Donc j'ai écrit ce livre, et le premier lecteur, ça a été cet enfant, puisque je l'avais envoyé dans la communauté, à Kousséri, et le père m'avait dit, chaque semaine, j'allais lui lire des passages, mais on traduisait, parce qu'il ne comprenait pas. Mais à la musique des mots, je pense qu'il était sensible. Il avait pleuré lorsqu'on lui a dit, 1 an plus tard, que c'est son histoire que je racontais dans ce livre. Vous voyez, c'est aussi ça les rencontres. Je n'ai rien fait de particulier, j'ai fait des choses les plus simples, écrire un livre. Mais j'ai écrit un roman comme j'ai reçu sa cécité, la violence qui lui a été faite, en me disant, c'est aussi un pays qui est en train de se donner la mort à travers cet enfant, j'en suis témoin, qu'est-ce que je peux faire, sinon réinventer à la fois la vue de cet enfant et peut-être aussi le visage d'un continent qui est en train de se détruire. Et ça continue aujourd'hui. Vous voyez, le cri que tu pousses ne réveillera personne, c'est le cri d'un enfant, mais j'allais dire, c'est aussi notre cri à tous, ce que nous portons aujourd'hui. Ce qu'on fait, d'autres l'ont fait. Je me souvenais, l'autre jour, lorsqu'on a eu les derniers événements, je me suis souvenu tout de suite d'un texte que Henri connaît très bien, puisqu'il s'agit de La peste de Camus. Je me dis, voilà encore un visionnaire, quelqu'un qui parlait en ce moment-là d'une chose précise, puisqu'il parlait d'Oran, mais Oran, c'est toutes les villes du monde qui sont en train de vivre la même chose. La peste, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il dit dans La peste? La peste réveillera ses rats et les enverra mourir dans la ville heureuse. La peste réveillera ses rats et les enverra mourir dans la ville heureuse. Est-ce que la peste, ces derniers temps, n'envoie pas tous les jours, dans une ville heureuse, mourir ses rats? On le vit, c'est aussi ça la littérature. Si on fait attention aux choses que l'on lit, je pense que tout cela nous relève. Donc je vais poursuivre le voyage. À travers ce texte qui raconte aussi quelque chose de très simple, une histoire personnelle. Moi, je pars toujours des choses personnelles et simples. Il s'appelle « Je la voulais lointaine ». Je pense que le « là » ici, c'est l'Afrique elle-même. En quittant l'Afrique, je n'avais qu'une hâte, c'est aller en Alsace et être enfin complètement alsacien. Puisque je ne savais pas trop, j'étais toujours entre les deux, africain chez les Blancs, blanc chez les Noirs. Et lorsqu'on m'a donné l'occasion de partir, c'était pour moi, enfin tu as choisi, tu seras enfin le blanc. Et j'ai tout fait, je peux vous dire, j'ai tout fait pour être blanc. Les études que j'ai faites, je me disais, fais le mieux possible, mieux que le blanc qui sera à côté de toi. J'ai toujours voulu être le premier. Jusqu'au jour où les choses vous rattrapent, votre passé vous rattrape. C'est-à-dire lorsque l'avenir n'est plus tout à fait ce que vous croyez, lorsque le désarroi vous accable, il est parfois urgent de regarder derrière soi pour mieux repartir. Donc j'avais fui, je peux dire que c'était une fuite. Veut dire en Occident était une fuite. Et j'ai un grand-père qui était un homme extraordinaire, qui était aveugle et qui racontait des histoires mieux qu'un voyant. Et un jour, lorsque j'avais 4 ans, avant de partir, il est venu à la maison et dit à mon père, « Eh bien, j'ai décidé, c'est celui-ci. » On dit comme je traduis littéralement, c'est celui-ci, « Nio.
Voilà, c'est celui-ci, je crois que vous comprenez un peu. C'est celui-ci qui sera l'aîné de la famille. Mon père avait déjà d'autres enfants, puisque ma mère est la deuxième épouse, la plus jeune qui a même l'âge de ses enfants. Tout ce bleu vous dit qu'elle avait 15 ans lorsque je suis né. C'est tout à fait cela. Et il dit, ce sera l'aîné. Et d'ailleurs, je vais lui donner quelque chose. Donc il a rassemblé tout le monde et il me donne officiellement, il confie un sac à mon père qu'on devait me donner une fois adulte. Et le sac, c'est le sac protecteur qu'il traînait toujours sur lui. Il est mort quelques jours après, on l'a retrouvé, après l'orage, dans la forêt, assis au pied d'un arbre, mort. Il avait transmis ce sac. Et moi, avant de partir, je suis allé voir mes parents pour dire adieu. Je dis, voilà, les sœurs ont décidé, j'avais 16 ans, de m'envoyer en Alsace. Et j'ai demandé à ma mère où était ce sac. Elle me l'a dit, je suis allé tranquillement récupérer le sac. Et pendant le voyage du retour, j'ai creusé, je connaissais un peu le coin, je creuse au pied d'un arbre, en me disant, celui-ci, je reconnaîtrai. J'ai enterré ce sac, j'ai dit, oublié, et je suis parti en Europe. Tout m'a réussi, je peux vous dire, il faut être honnête, quand les choses réussissent, il faut rendre grâce. J'étais plutôt verni, tout m'avait réussi jusqu'ici, jusqu'à cette inspection qu'on me fait. Un inspecteur arrive, et comme tous les profs, et il me dit, ben, écoutez, c'est le proviseur qui m'a demandé de vous inspecter, ça va plutôt être, je vous le dis tout de suite, une inspection disciplinaire. Pourquoi? Il dit, ben oui, vous n'êtes pas au courant. Lorsque vous avez renseigné vos bulletins du premier trimestre, vous avez inscrit dans le dossier scolaire d'un élève qui s'appelle friche, vous avez écrit « Le travail est resté en friche », ce que la fille a considéré comme une injure. Et pour nous, c'est une faute professionnelle. Vous avez joué avec le patronyme d'un enfant. J'ai dit, monsieur l'inspecteur, je pense que c'est l'inconscient qui a travaillé. Je l'ai mis chez elle en friche et je l'ai mis dans les dossiers d'autres élèves. Il dit, est-ce que vous pouvez le prouver? On va chercher, les bulletins aujourd'hui sont devenus électroniques, mais on les avait sur papier. Donc on avait les copies, effectivement, sur 3 élèves, 35 élèves, 3 avaient, le travail est resté en friche. Il me dit, mais ça ne vous disculpe pas, parce que vous êtes quand même tombé sur une élève qui s'appelle Friche, et vous l'avez écrit, donc je vous dis, à la demande de votre inspecteur, tant que je serai inspecteur, vous ne changerez pas d'échelon. Je lui dis, ah bon? Il dit, c'est ainsi. C'est la sanction, vous ne changerez pas d'échelon tant que je serai inspecteur. C'est une faute grave. Et surtout pour vous qui venez d'Afrique, vous savez ce que c'est qu'un nom. J'ai dit, qu'est-ce que ça a à voir là? Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Donc il ne m'a pas vu en situation de classe, il m'a tout de suite vu dans une salle, on s'est parlé, et tout a commencé là. Tous les problèmes, j'allais dire les problèmes du monde, ont commencé à tomber. Je dis, bien, je vais maintenant m'orienter dans l'humanitaire, je suis toujours enseignant. Bon, je n'ai plus la flamme qui était la mienne, j'étais un prof passionné, je le suis redevenu. Mais plus rien ne va, donc je commence à rentrer dans l'humanitaire, je construis un collège parce que ma mère n'étant pas allée à l'école, j'ai tout de suite vu que lorsqu'elle est arrivée en France, elle ne parlait pas un mot de français, mais cette femme a très vite appris à parler la langue. Elle a un permis de conduire. Je me dis toujours, c'est un miracle. Si tu as eu ton permis de conduire, je dis non, j'ai travaillé, me dit-elle. Et ça m'avait donné l'idée de faire aussi de ma mère, des autres femmes, mes mères aussi, qu'elles profitent et qu'elles grandissent. Donc, construire une école était pour moi l'occasion de faire que les autres femmes qui ne peuvent pas aller à l'école puissent avoir cette chance. Donc, je construis un collège qui a aujourd'hui 600 élèves. Et on ne paye pas la scolarité. C'est gratuit pour les filles. Pendant des années, donc j'ai envoyé de l'argent, etc. Et voilà, bien. Et voilà que, chemin faisant, l'aventure continue. J'ai des gens qui viennent à mon restaurant.
toutes sortes. Et je rencontre un monsieur qui me dit « Vous ne me connaissez pas? Je suis votre nouvel inspecteur. » Je dis « Oui. » « Oui, encore. » Et il est venu manger au restaurant. « Je suis votre nouvel inspecteur. » Je dis « Bon, merci. » Il me dit « Je suis venu manger chez vous, mais je ne peux rien faire pour ce qui vous arrive. J'ai regardé votre dossier avant de venir manger dans ces restaurants. Il est vraiment lourd. » Je dis « Qu'est-ce qu'il y a de lourd dans mon dossier ?» « Ben écoutez, insulter un élève ou une élève, monsieur Effa, vous concédez, c'est quand même une faute professionnelle. Mais bon, on verra plus tard. Mais on verra quoi? Je lui dis, monsieur l'inspecteur, je vous le dis les choses comme elles sont. C'était une expression que plus jamais je n'emploierai. Plus jamais, je vous le dis. Mais est-ce que vous avez regardé? 3 élèves disent, c'est écrit. Mais quand même, l'élève a fait une dépression parce que vous avez mis travail et rester en friche. Elle avait 10 sur 20. Elle s'est restée en friche. Et là, je commence à m'interroger. Et je me dis, si ça se trouve, vous voyez, le passé vous reprend, c'est ce sac que j'ai enterré, qui est en train de m'attirer tous les malheurs du monde. Il y a quand même un problème. Donc, je me tourne vers ma mère, je lui dis, est-ce que tu te souviens du sac? Elle me dit, bah oui, mais j'espère que tu l'as. J'espère que tu l'as. Je lui dis, en plus, ça peut te servir. Ce sac devrait être dans ton restaurant. Je dis, d'accord. Figure-toi, maman, que j'avais caché ce sac quelque part, en Afrique. C'est pas possible. Je dis, si. Je l'ai caché en Afrique, je ne l'ai pas. Il me dit, demain, tu reprends l'avion et tu vas chercher ce sac. Tel quel. Tu reprends l'avion. Il était en larmes. Il dit, je ne peux même pas le dire à ton père, mais c'est pas possible. Tu vas me chercher ce sac. J'ai attendu les vacances de février. J'ai pris un billet d'avion. Je suis allé en Afrique. Comment retrouver ce sac parmi tous les arbres qui étaient à cet endroit? 10 jours à chercher. Je dis, c'est pas possible. Mais je pensais que c'était cet arbre-là. Vous fouillez. J'avais bien calculé mes affaires. C'était pas là. 10 jours. J'ai retrouvé le sac dans un piteux état. J'ai dit, l'important, c'est de le transporter et de l'avoir avec moi. J'ai regardé l'intérieur. Bon. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tout était pourri, tout était transformé, etc. J'ai mis ça dans un grand sac. J'ai dit, je rapporte ça en France et on verra. Et j'arrive là, je montre ce sac à ma mère. Elle dit, tu ne peux pas le présenter à ton père, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu nous as fait? Mais là, tu as tué la tribu. Le sac est fichu. J'ai dit, mais je l'ai quand même. Je l'ai, mais c'est plus pareil, tout a pourri. Et donc, je vais voir mon père, je lui dis, voilà, est-ce que tu te souviens de ce sac? Mais bien sûr. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je lui dis, en fait, je l'avais laissé au pays. Maman m'a dit d'aller le chercher. Et voilà, je l'ai retrouvé, mais dans un piteux état. Et il me dit quelque chose de très important. Il me dit, ce n'est pas ce qu'il y a dans le sac qui est important. Pour toi, le plus important, c'est d'avoir le sac. Et le plus important, c'est ce que tu crois que ce sac peut t'apporter. Et je lui dis, mais tu sais, plus rien ne va en ce moment, à l'école, ça ne va pas. Isabelle m'a quitté. Nous avons une fille, plus rien ne va, alors que tout ici me réussissait. Il me dit, maintenant que tu as le sac, ça va aller. Et donc, je me suis aussi remis à l'écriture, dont j'ai écrit « Je la voulais lointaine ». Cette Afrique que je voulais repousser loin de moi m'a rattrapé, tellement bien rattrapé que j'ai recommencé. J'avais déjà commencé, pendant que j'étais dans la compagnie de Jésus, commencé à apprendre les quelques langues du Cameroun pour me dire « Tu as appris les langues du monde, tu n'as pas parlé ta propre langue d'enfant, ou si mal, il va falloir que tu recommences à zéro. » Donc je m'y suis remis et je suis heureux lorsque je parle avec Alix Beyala au téléphone qui me dit « C'est pas vrai. Mais tu parles à coups de dicton ta langue, ce n'est pas possible. » J'ai dit « Ben oui, simplement parce que j'ai compris que c'est dans la langue que les choses se font. Nous naissons dans les mots, donc il faut prendre les mots au sérieux. Et là aussi, je comprends que cette fille, Mademoiselle Frisch, ait pu être blessée par mes mots parce qu'elle les prenait peut-être au sérieux et moi je m'en étais pas rendu compte. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, je fais extrêmement attention à ce que je dis aux autres parce que les mots que vous adressez aux gens peuvent tout à fait
comme les lecteurs de Don Quichotte, les transformer, en bien comme en mal.